La team, est-ce que les termes broker, capitalisation, price earning ratio ou encore dividende te disent quelque chose? Alors si c'est le cas, c'est que tu as certainement déjà commencé à t'instruire sur l'investissement boursier. Si c'est pas le cas et que la bourse t'intéresse, eh bien sache que tu es au bon endroit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te faire une liste et je vais t'expliquer à quoi correspondent les différents termes qu'on retrouve très majoritairement dans la plupart des vidéos bourse pour que tu sois un petit peu moins perdu. Donc si tu aimes ce genre de vidéo et que tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait ultra plaisir. J'ai un Discord communautaire, tu as le lien en description, tu peux nous rejoindre pour poser toutes les questions que tu veux. Et donc, eh bien, aujourd'hui, comme à mon habitude, je n'ai absolument pas préparé, scripté cette vidéo. J'ai tout simplement appuyé sur le bouton REC de ma caméra afin de te faire cette vidéo en ce dimanche. Alors, premier terme qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est le terme broker. Tu as déjà entendu certainement quelqu'un te dire « tu utilises quoi comme broker? Tu passes par quel broker? C'est qui ton broker ?» Alors, broker, c'est le nom, l'appellation anglaise qui veut dire courtier en français. Un broker, c'est tout simplement par quelle plateforme tu vas passer eh bien, pour aller acheter tes actions, pour avoir ton portefeuille en bourse, pour avoir ton PEA, etc. Donc, le broker, tu en as déjà certainement entendu parler de par les publicités. Tu as par exemple Trade Republic, DeGiro, Fortuneo, Boursorama qui maintenant s'appelle Boursobank il me semble, Interactive Broker. Bref, la liste des brokers est relativement longue. Mais voilà, le broker, c'est tout simplement chez qui tu es, chez qui tu as tout simplement ouvert ton compte. Il faut bien comprendre que le broker, c'est un petit peu l'équivalent pour la bourse de ta banque. Même si, encore une fois, certaines banques, la majorité des banques même font broker. C'est comme si tu disais à quelqu'un, t'es chez qui, t'as tes comptes chez qui, caisse d'épargne, crédit mutuel, BNP, crédit agricole, etc., etc. Donc voilà, le broker, c'est vraiment la banque, le courtier par lequel tu vas passer. Ensuite, quand tu vas arriver sur ces courtiers-là, eh bien, tu vas ouvrir ce qu'on appelle un compte bourse. Globalement, un compte bourse, si tu es résident fiscal français, tu vas avoir 2 ou voire 3 solutions. Tu vas avoir l'assurance vie, donc ça, on met de côté, le compte titre, le PEA et le PEA PME. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, je vais te faire un petit récap rapide. Donc, si tu es résident fiscal français, tu as une enveloppe fiscale intéressante pour l'investissement en bourse qui s'appelle le PEA. Donc, PEA, acronyme de plan épargne action. Globalement, c'est un support sur lequel tu vas pouvoir acheter des actions, des produits financiers avec une certaine limite et tu vas avoir des avantages fiscaux sur ces supports-là. Donc, globalement, tu en as 2, tu as le PEA et le PEA PME. Donc PEA PME, plan épargne action, petites et moyennes entreprises, c'est un peu un dérivé du PEA. Mais globalement, voilà, le PEA est un compte qui sera limité à 150 000 € d'apport sur lesquels il y a des restrictions, etc. Et à côté, eh bien, tu vas avoir ce qu'on appelle le compte titre, qui est un compte bourse un peu universel sur lequel tu vas pouvoir acheter eh bien, tout type de produits, tout type d'actions. Tu vas pouvoir rentrer, sortir comme tu veux. Il y a une imposition qui est fixe, qu'on appelle la flat tax, à 30% sur les plus-values. Tu n'as pas de limite, que ce soit dans le temps, de montant, etc. Donc vraiment, des fois, il y a des personnes qui me disent c'est quoi la différence entre un compte titre et un PEA? C'est vrai que quand tu arrives au début, tu sais pas trop. Eh bien, la différence, c'est surtout au niveau de l'avantage fiscal et aussi du montant que tu vas pouvoir investir sur ces supports-là. Donc là, bon, j'ai fait des vidéos et notamment une vidéo sur la bourse. Je te mets le lien juste ici, tu pourras aller jeter un œil. Mais voilà, donc tu as compte titre, PEA, PEA, PME. Ensuite, une fois que tu as ouvert ça, tu vas te constituer ce qu'on appelle un portefeuille. Alors, un portefeuille, c'est quoi? C'est pas forcément le portefeuille que tu prends et que tu mets dans ta veste. Mais globalement, un portefeuille, ça va être l'ensemble des produits financiers que tu vas sélectionner. Quand on dit un portefeuille d'actions, eh bien, ça va être plusieurs actions sélectionnées au sein soit de ton compte titre et soit de ton PEA. Donc, ça, c'est en tout cas, c'est un des termes techniques que tu vas pouvoir entendre. C'est quoi ton portefeuille d'actions? C'est tout simplement quels sont les produits ou les actions que tu détiens dans ton compte bourse. Quand on parle d'actions, eh bien, actions, parfois, tu arrives et tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu dis, ouais, des actions, tu as déjà entendu plein de fois ce mot, mais tu sais pas trop ce que c'est.
Alors une action, c'est un titre de propriété. Globalement, si tu détiens une action Apple, suffit de regarder combien il y a d'actions Apple en circulation, c'est-à-dire en combien de titres de propriété la société Apple est découpée. Admettons qu'il y ait 300 millions de titres Apple, je dis une connerie, j'ai pas regardé. Eh bien, toi, si tu possèdes une action, tu possèdes un 300 millionième de la boîte et le cours, c'est-à-dire la valeur liquidative de ton action, c'est la cotation, eh bien, va être déterminée en fonction du marché par rapport aux achats, aux ventes, etc., etc. Et à côté, tu vas avoir des obligations. Obligations, c'est quelque chose qui est un petit peu plus réservé aux personnes avancées, on va dire ça comme ça. Globalement, une obligation, il y a plusieurs types d'obligations. Il va y avoir des obligations d'État, des obligations d'entreprise, mais une obligation, c'est de la dette. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le rôle d'un banquier quand tu vas aller contracter un crédit immobilier. Tu vas lui demander de l'argent et tu vas le rembourser. Eh bien, dans le cas d'une obligation, c'est l'effet inverse. Par exemple, c'est que l'État ou une entreprise a besoin d'argent. Tu vas financer cette boîte-là et en retour, tu vas avoir bien un intérêt et à la fin, tu vas avoir la somme qui va être récupérée. Donc ça, ce sont les actions et les obligations. Ensuite, tu as plein d'autres produits financiers dans lesquels je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais on va parler des ETF parce que les ETF, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un produit financier que tu vas très certainement retrouver lorsque tu vas commencer à faire tes recherches. Tu vas vite tomber sur des stratégies à base d'ETF. Alors, un ETF, déjà, c'est un acronyme anglais qui veut dire Exchange Trading Fund. Globalement, c'est un fonds tradé en bourse. Voilà, c'est un fonds qui s'échange sur les places de cotation. Et globalement, il faut bien comprendre qu'un ETF, c'est un panier d'actions. Un ETF, par exemple, du CAC 40, donc je le rappelle, le CAC 40, c'est un indice, on y reviendra un petit peu après dessus, eh bien, va être composé des 40 sociétés qui constituent le CAC 40. Donc, tu as bien compris, un ETF, globalement, c'est un produit financier qui va répliquer ou qui va être constitué de plusieurs choses à l'intérieur de manière automatique. Ça, c'est vraiment les sociétés émettrices des ETF parce que c'est géré par des sociétés qui s'occupent de ça. Et eux-mêmes vont constituer les ETF. Et après, toi, tu choisis l'ETF que tu veux. Tu peux prendre un ETF, par exemple, sur le CAC 40, comme je te l'ai dit. Tu peux prendre un ETF qui va répliquer un petit peu ce qui se passe au niveau mondial sur les actions qu'on appelle le MSCI World. Tu peux avoir un ETF qui va tout simplement suivre le cours du pétrole. Donc là, tu n'as pas forcément besoin de détenir des barils de pétrole chez toi ou alors d'acheter du pétrole. Tu as tout simplement un ETF en portefeuille et celui-ci va tout simplement répliquer le cours du pétrole à la hausse comme à la baisse. Le but de l'ETF, c'est de répliquer le cours de ce qui est son sous-jacent. Donc ça peut être un indice, ça peut être de l'or, du pétrole. Bref, tu as compris, un ETF sur l'or va répliquer le cours de l'or, un ETF du pétrole va répliquer le cours du pétrole, un ETF sur le S&P 500 va répliquer au plus proche possible le cours du S&P 500. Donc ça, ce sont des produits financiers sur lesquels tu vas forcément à un moment donné mettre les yeux ou tout simplement posséder en portefeuille. Alors, je t'ai parlé d'indices juste avant. C'est vrai que bon, ça me paraît totalement logique après des années de bourse et heureusement, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pareil, quand on entend parler du CAC 40, tu sais pas forcément ce que c'est. Alors, le CAC 40, au même titre que le S&P 500, au même titre que le Nasdaq, au même titre que le Dow Jones, au même titre que l'Eurostock 600, etc., est un indice. Voilà, les indices, on les retrouve un peu partout dans le monde, suivant les pays. Et un indice, comme je te l'ai dit, le CAC 40, l'indice du CAC 40, c'est globalement les 40 plus grosses sociétés cotées en France qui vont constituer cet indice-là. Et il va y avoir de la pondération différente en fonction de telle ou telle société. La pondération, c'est le pourcentage de cette société-là dans l'indice. Par exemple, l'indice du CAC 40, on prend 40 sociétés. Elles ne font pas toutes le même poids parce qu'elles ne sont pas ce qu'on appelle équipondérées. Donc, il faudra aller se renseigner. Par exemple, si on prend le cas du S&P 500 américain, donc l'indice américain, les plus grosses lignes qui ont les plus grosses pondérations, c'est les énormes sociétés que tu connais très certainement, comme par exemple Microsoft, Apple, Google, Facebook, etc. Ce genre de sociétés. Ça, c'est ce qu'on appelle un indice. Donc, quand tu vas
par exemple, comparer les performances de ton portefeuille, tu peux les comparer tout simplement à un indice. C'est exactement ce que je fais sur mes vidéos, notamment sur mon PEA, que j'ai décidé de comparer à l'indice du S&P 500, qui est un petit peu la référence, enfin pour moi, des indices. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément les indices. Après, un autre terme que je peux t'expliquer rapidement, c'est les dividendes. Alors les dividendes, tu as certainement déjà eu des dividendes si tu possèdes une société. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, eh bien un dividende, c'est globalement quand tu vas posséder une action d'une entreprise, cette société-là peut décider ou non de te reverser soit tous les années, soit tous les 6 mois, voire même tous les trimestres, et certaines même versent de manière mensuelle un dividende, c'est-à-dire que quand tu vas posséder des actions dans la société, celle-ci va te donner de l'argent, un pourcentage sous forme de dividende. Alors un dividende, c'est une rémunération un petit peu spécifique, puisque globalement c'est ce qu'on appelle un détachement de coupon. Pour faire simple, admettons que tu aies une action qui coûte 100 €. Sur cette action-là, eh bien la société te dit que tu vas avoir droit à un dividende de 5%. Donc action à 100 €, 5% de dividende, on est sur un dividende de 5 €. Quand celui-ci va être reversé, il va se détacher de l'action. Ton action va passer de 100 € à 95 € et toi, tu vas récupérer 5 € sous forme liquidative dans la devise de tout simplement l'action. Ça dépendra de comment tu as acheté l'action en question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dividende. C'est tout simplement un reversement d'une partie du résultat net, donc globalement de ce qu'a gagné la société, aux actionnaires pour les récompenser. Donc là, on a défini quelques termes généraux dans un premier temps. Je peux pas forcément te faire la liste complète parce que si je te montre vite fait sur le lexique bourse, juste pour la lettre B par exemple, voilà un petit peu tout ce qu'on a, que ça soit bear market, bear trap, etc., bénéfices, bref, il y a une liste qui est sacrément longue uniquement pour la lettre B et évidemment, il y a quasiment toutes les lettres de l'alphabet. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe à des termes un peu plus techniques que tu vas pouvoir retrouver lorsque tu vas faire du stock picking. Donc là, on va passer sur des termes un peu plus techniques, notamment quand tu vas vouloir faire ce qu'on appelle du stock picking. Alors le stock picking, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller sélectionner ces actions une à une en portefeuille. C'est typiquement, tu vas aller sélectionner du Amazon, tu vas aller acheter du Google, tu vas aller acheter du Louis Vuitton, tu vas aller acheter du Total et tu sélectionnes ces actions une à une. C'est ce qu'on appelle une sélection stock picking. Donc voilà, il faut le savoir. Et ensuite, tu as une deuxième notion aussi que tu peux retrouver qui s'appelle le market timing. Le market timing, c'est globalement à quel moment tu vas décider d'acheter ou de vendre ton action. Est-ce que tu vas te baser sur quelque chose, par exemple, qui s'est passé dans la boîte? Est-ce qu'on t'a donné l'info, tu vas regarder peut-être le cours de la société et tu vas te dire, allez, ça a l'air d'être le bon moment d'entrée parce que la société, eh bien, a eu, je sais pas, un résultat, un bilan annuel comptable et elle se porte bien et tu vas décider de rentrer, etc. Bref, quand tu décides d'un moment spécifique pour rentrer ou sortir d'une action ou d'un produit financier, c'est ce qu'on appelle du market timing. Alors le market timing, c'est très spécifique, c'est très compliqué d'arriver à attraper les bons moments. Tu vas voir qu'au début, eh bien, des fois tu rentres sur une action, tu penses que c'est le bon moment, puis l'action continue de baisser, tu comprends pas trop ce qui se passe. Le market timing, je préfère te prévenir tout de suite, c'est assez compliqué. Et puis après, tu as également des notions un peu autres, on va appeler par exemple le momentum. Le momentum, c'est quelle est par exemple la tendance? Est-ce que c'est plutôt une tendance haussière, une tendance baissière? Est-ce que tu vas rentrer plutôt sur une tendance haussière, etc. Donc là, bon, je peux pas non plus, si tu es vraiment débutant, si je rentre dans le détail, je risque de te perdre. Mais quoi qu'il en soit, quand tu vas faire, si jamais tu décides de faire du stock picking, tu vas devoir étudier certains ratios que tu vas retrouver régulièrement sur la plupart des sites de bourse quand tu vas aller étudier des boîtes. Alors, parmi ces ratios et parmi les termes qu'on va pouvoir retrouver, bien sûr, tu vas avoir la capitalisation. La capitalisation, c'est quoi? C'est globalement quel est le poids, combien vaut la société aux yeux des investisseurs. Donc la capitalisation, c'est très facile. Tu multiplies le nombre d'actions en circulation par sa valeur liquidative. Si tu as 1 million d'actions d'une société A,
et que chaque action vaut 100 €, la capitalisation de la société A, c'est 100 millions d'euros. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Après, une société est capitalisée en bourse à partir du moment où elle est introduite en bourse. Tu as des sociétés à l'heure actuelle qui sont non capitalisées, elles ne sont pas sur le financement public et qui pourtant sont énormissimes. Mais bon, la capitalisation, voilà, c'est le poids de la société en bourse. Tu as également une dénomination qui s'appelle ISIN. Donc globalement, ISIN, c'est le numéro ISIN, c'est la plaque d'immatriculation d'un produit financier ou d'une action qu'on peut avoir par exemple ici sous cette forme-là, GB 000 93 90 070. Donc là, c'est très simple, ça permet d'éviter tout simplement des erreurs. Il y a des sociétés qui s'appellent quasiment pareil les unes des autres. Et du coup, eh bien, comme pourrait l'être deux Clio Williams bleu en centre-ville, tu arriveras à savoir laquelle est laquelle grâce à sa plaque d'immatriculation ou son numéro de châssis qui est censé être unique. Eh bien, c'est exactement pareil sur les, tout simplement sur les places boursières, sur le marché boursier de manière générale. Donc, c'est ce qu'on appelle le numéro ISIN. Je vais passer sur le Piotrowski F-score, etc. Ça fait appel à des notions un peu plus avancées. Là, on est quand même, je le rappelle, sur une vidéo débutant. Au niveau des ratios que tu vas pouvoir retrouver assez rapidement, surtout quand tu vas commencer à rentrer dans l'analyse individuelle d'action. Le premier est, je pense, le plus répandu, on va peut-être dire ça comme ça, ou en tout cas un des plus répandus, c'est le PER. Donc le PER, c'est quoi? C'est le Price Earning Ratio. Je vais te mettre des bulles parce que là, l'avantage du logiciel, c'est qu'on a des bulles explicatives. Donc le Price Earning Ratio, comme la définition l'indique, c'est le ratio d'évaluation mettant en rapport le prix de l'action et de BPA, donc c'est bénéfices par action. Alors pour expliquer ça assez simplement, c'est comme si je te dis, tu as une société qui cote 100 millions d'euros en valorisation. Cette société fait 10 millions d'euros par an de résultats nets positifs. Eh bien, il va lui falloir 10 ans pour avoir 100 millions d'euros et donc on a un PER globalement de 10. Voilà ce que ça veut dire. Après, le PER, il a une certaine valeur qui va globalement de 0 à 100. Quand tu as un PER de 100, tu sais qu'il te faut 100 ans de bénéfices pour rembourser ton investissement initial si jamais tu décidais d'investir et d'acheter la totalité de la société. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Price Earning Ratio. Je t'inviterai à bien sûr à aller te renseigner là-dessus. Ensuite, je passe rapidement, mais globalement, ratio intéressant, tu vas avoir le Price to Sales. Globalement, c'est un peu comme le PER, mais là, on est sur la capitalisation divisée par le chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, ça te donne un indicateur. Tu vas avoir ce qu'on appelle le PTB, le Price to Book. Alors, le Price to Book, c'est un ratio qui permet de savoir si une société est sous-valorisée. C'est exactement comme si je te disais une société qui coûte 100 millions d'euros. Et à l'intérieur de cette société, tu as un immense parc automobile qui vaut 200 millions d'euros. Et tu te dis, bah, c'est cool, si j'achète la société, 100 millions, j'ai 200 millions d'euros de voiture. Et ben, le price to book, il sert à mesurer un petit peu tout ça. Savoir en fait quelle est la valeur comptable de l'entreprise. Donc la valeur comptable de l'entreprise, ça va être tout simplement le prix de toutes les machines, de la trésorerie, des terrains, des bâtiments, etc. Et on regarde combien ça fait par rapport au prix qu'a estimé le marché, c'est-à-dire sa capitalisation. Et parfois, tu te retrouveras avec des sociétés qui sont valorisées moins cher que la valeur comptable de la société. En gros, si je te fais simple, le truc, c'est comme si je te dis, je te vends un coffre-fort 1000 euros, à l'intérieur du coffre-fort, il y a 2000 euros en espèces. Bah, tu te dis, bah, c'est une bonne affaire, tu achètes un truc 1000 euros qui vaut en réalité 2000 euros. Eh bien, en bourse, parfois, c'est ce qui se passe. Il y a des sociétés qui peuvent être mal valorisées, soit survalorisées, soit sous-valorisées. Le price to book, par exemple, est un des indicateurs qui permet de connaître un petit peu ça. Après, bon, je vais pas forcément tout te détailler. Chiffre d'affaires, je suppose que tu as déjà entendu ce que c'est. Globalement, tu as une croissance à la hausse ou à la baisse du chiffre d'affaires en fonction des années dans une société. Je te cache pas que quand le chiffre d'affaires monte et que c'est important, c'est très bon signe. Pareil, le résultat net, c'est ce qui va rester à la fin quand on a déduit un petit peu tout ce qui est charge, etc.
Après, tu vas avoir tout ce qui va être les marges. Donc, la marge brute, je te lis rapidement la définition, mais c'est le ratio de rentabilité mettant en avant la part des ventes que l'entreprise conserve sous forme de résultat brut. Donc, la marge brute, c'est le résultat brut divisé par le chiffre d'affaires. La marge d'exploitation, la marge nette, la marge nette, c'est un peu comme la marge brute, sauf que là, on va c'est une conservation sous forme de résultat net. Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir d'intéressant? Alors, des valeurs qui sont très intéressantes quand tu fais de la sélection d'actions individuelles, c'est tout ce qui est ROE, ROA, ROIC, les rendements des capitaux engagés, le rendement annuel des actifs, la rentabilité des actifs, etc. Ça, c'est des données qui sont relativement importantes. Plus une société a des rendements de capitaux engagés hauts, par exemple, et mieux ça sera. Donc, des données que je regarde très régulièrement. Après, là, c'est les capitaux propres, la dette, etc. Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'explication. Là, un terme que je peux vite fait t'expliquer, c'est les initiés. Les initiés, c'est qui? Globalement, dans une boîte, les initiés, ça va être le PDG, le conseil d'administration, les cadres un peu supérieurs, tu sais, qui ont des places assez hautes dans l'entreprise, qui peuvent avoir des informations avant tout le monde. Par exemple, si le PDG sait que l'entreprise est en train de racheter une société qui performe très bien, on sait très bien que si cette société-là est cotée en bourse, au moment de la divulgation de l'information, eh bien, on peut s'attendre à ce que le cours monte, le cours de bourse, c'est-à-dire la valorisation de l'action à l'instant T, eh bien, prenne de la valeur dans le temps. Et du coup, quand on utilise des infos privilégiées comme ça, on appelle ça un délit d'initié. C'est qu'on a utilisé une information qu'on a eue avant tout le monde pour, par exemple, acheter des actions qui vont prendre 10 ou 20% le jour d'après parce qu'il va y avoir divulgation de l'information. On n'a pas le droit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Et sous-entendu, un initié, c'est quelqu'un qui a des infos prioritaires. Et donc, ça sera plutôt PDG, conseil d'administration, personne un petit peu importante dans la société. Et derrière, les dividendes, eh bien, je t'en ai déjà parlé. Et globalement, on a fait un peu le tour. Et donc, voilà, on va s'arrêter là pour cette liste. Je referai peut-être une vidéo pour entrer sur des détails un peu plus précis. Comme tu l'as vu, il y a une multitude de termes techniques, de choses à savoir. Et il faut petit à petit, avec le temps, habituer son cerveau à entendre ces termes-là et à bien les comprendre. Après, il n'y a pas de secret. Il faut se former. Il faut expérimenter. Si vraiment la bourse ça t'intéresse, eh bien ouvre un PEA, ouvre un compte titre, renseigne-toi, choisis ton broker et puis surtout n'hésite pas à te former. C'est relativement important, c'est ce que j'essaie d'apporter sur cette chaîne YouTube au travers de mes vidéos où je te présente un petit peu tous les sujets que je peux trouver qui concernent l'investissement de manière globale. Voilà, je me centralise pas forcément sur la bourse, même si je sais que je parle beaucoup de bourse, mais c'est important parce que la bourse engage directement des capitaux propres. Il y a un risque de perdre ton capital. Ne suis pas forcément ce que tout le monde te dit sur Internet. Renseigne-toi un minimum et ensuite investis en fonction de tes convictions. Donc, comme je te l'ai dit, je ferai peut-être un volume 2. En tout cas, si tu as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis moi, je te laisse sur cette vidéo bourse où tu auras encore une fois pas mal de termes techniques et un petit peu plus axé quand même sur comment on s'y prend pour débuter assez tranquillement la bourse. Et si tu as envie d'aller vraiment plus loin, eh bien, sache que j'ai mis en place des formations qui sont par contre payantes sur mon site, mais qui sont très complètes, que tu retrouves directement dans la description. Sur ce, eh bien, c'était Jérém. Je te dis à la prochaine. Salut.